Et puis on était en train de faire l'amour, et puis voilà, j'ai pas pu me retenir, et ouais, je lui ai dit je t'aime, quoi. Et alors, elle t'a répondu quoi? Bah elle m'a répondu ok, mais faut quand même que tu me payes. Je sais, je téléphonais avec une bougie, mais bon, c'est parce que j'ai déclaré ma flamme. Bonjour tout le monde, bonjour la France, bonjour la planète, bonjour l'univers. Content de te revoir. Eh oui, me revoilà. Bienvenue sur 12 par secte, la secte de l'à peu près. Nous sommes en décembre, l'hiver approche à grands pas, et avec elle le froid, la neige, le gel et la glace. Et tous ces éléments sont réunis dans le film dont on va parler aujourd'hui, Le Jour d'après. Un film dans lequel on va avoir froid là, et vous allez voir que on supporte son slip. C'est le 4e film de Roland Emmerich dont je parle sur la chaîne, après Independence Day, la vidéo qui a fait le plus vu de l'histoire de la chaîne. Elle a dépassé les 900 000 vues, merci beaucoup à tous. Stargate et Moonfall. Le jour d'après, alors je sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on l'aime bien ce film un peu, non? Pourtant je veux dire, normalement, tous les films de Roland Emmerich ils sont nuls. Non, pas tous. Ah bah voilà, oui, mais c'est ça que je dis, justement, voilà. Il est pas nul ce film-là. Il est beaucoup moins con que Moonfall, ou même que Armageddon par exemple. Là pour le coup, Roland Emmerich il a essayé de faire un truc un poil plus réaliste. Enfin, juste un poil seulement. Il y a quand même énormément de conneries dans ce film, à commencer par la putain de scène avec les loups. Mais qu'est-ce que c'est con cette scène, sans déconner, mais à elle seule elle gâche tout le film. Heureusement qu'il y a Amy Rossum quand même, qui vient clairement relever le niveau. Puis d'ailleurs, il y a clairement pas que le niveau qui relève. Avant de commencer la vidéo sur le jour d'après, petit mea culpa rapide sur ma vidéo précédente. Petit erratum, je me suis juste à un moment donné un peu planté dans les nombres. J'ai dit qu'il y a 300 milliards d'étoiles dans la galaxie et j'écris 300 millions. Voilà. Il manque 3 zéros, c'est vrai. Et donc dans le calcul que je fais après, évidemment c'est mal écrit aussi. Vous avez été beaucoup à relever ma coquille. Et maintenant redites cette phrase, mais en enlevant le cul de coquille. Mais j'en attendais pas moins de vous parce que je sais très bien qu'on ne vous la fait pas. Et moi de mon côté, écoutez, je continue tranquillement dans le thème de l'à peu près. C'est mon thème de prédilection que je respecterai toujours et auquel je ferai toujours honneur, même sans le vouloir, tu vois. Non mais bon, désolé, voilà, je ferai gaffe, je ferai plus gaffe la prochaine fois. Dans un monde où tout s'écroule sous la gravité, il est un objet qui défie les lois du quotidien. Le overpen. Non content d'écrire, il flotte. Non content de flotter, il attire. Non content d'attirer, il inspire. Et oui mes amis, cette vidéo est sponsorisée par Novium, avec les overpen, les stylos qui flottent, voilà, qui restent pas plantés là, comme tous vos autres stylos qui sont tristes et nuls. Lui, il lévite, avec classe, avec grâce. Laissez-moi vous présenter les 3 joyaux de cette gamme interstellaire. D'abord le overpen classique, minimaliste, élégant. Il tient à la parfaite verticale, tel le mât d'un voilier qui part voguer aux 4 vents. Ensuite, le overpen interstellar, c'est celui-là, avec ses lignes futuristes et son angle d'inclinaison de 23 degrés et demi, en référence à notre belle planète Terre, elle aussi inclinée d'autant de degrés. Disponible en 4 couleurs, Space Black, Starlight Silver, Mars Magma et Neptune Blue. Il existe aussi en version or 18 carats, dans un nouveau coffret cadeau très chaste, très pur. Et si vous voulez vraiment vous faire un kiff de l'espace, peut-être vous laisserez-vous tenter par le overpen avec un éclat de météorite à l'intérieur. Oui, vous avez bien entendu. Ce stylo du futur sera parfait pour signer des contrats intergalactiques ou votre liste de courses, ça marche très bien aussi. Et enfin, le overpen futur. Version plume ou version roller ou même version les 2 en 1. Plusieurs couleurs aussi, Mist Blue, Frost Silver and Deep Black. Un noir profond comme l'infini. Un noir d'où personne ne reviendra. Aussi beau que la peau de la belle Mel Medarda. Ces stylos sont les alliés des âmes mystérieuses et les pensées nocturnes. Avec eux, les mots s'alignent et les idées prennent vie. J'invente des mondes où tout est permis, où même les fautes d'orthographe ont un abri. Les mots s'entrelacent, c'est un échappatoire, et il en sort un soupçon d'humour, un soupir d'espoir. Chaque lignée tracée est un souffle nouveau, et un feu d'artifice jaillit du stylo. Et sur un coup de folie et un grain de malice, même les ratures deviennent mes complices. Nul besoin de raison, juste une envie folle de lancer les idées comme des farandoles. Si vous cherchez un magnifique cadeau à offrir à Noël, ne cherchez plus. Avec mon code MYSTERE, vous aurez 20% d'augmentation du prix, les gars. C'est-à-dire que c'est encore plus cher avec mon code. Ignoble bâtard. Mais non, vous aurez 10% de réduction sur tout le site et la livraison offerte avec le code MYSTERE avec 3 E, les gars, attention. N'oubliez pas les 3 E, sinon ça fait juste mystère. Mais moi c'est MYSTERE. Merci beaucoup Novium d'être une nouvelle fois le partenaire de cette vidéo. Le jour d'après, 10e film de tonton Roland Emmerich. J'aime bien dire Emmerich, moi on dit Emmerich, mais moi je préfère Emmerich. Je vais dire Emmerich toute la vidéo, je préfère. Sorti en 2004. Roland Emmerich, écoutez, voilà, on connaît le bonhomme, et on connaît
connaît le style, on a tous vu ses films principaux. Independence Day, 2012, Stargate, Godzilla, Moonfall, Stargate, et je l'ai vu 2 fois Stargate. Universal Soldier, et un de mes préférés, The Patriot. Il en a fait d'autres aussi, hein, évidemment, mais on va pas tous les citer non plus. Alors, le Roland, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il a pas fait que des merdes. Il en a fait. Il a même fait des très très solides. 10 000, là, 10,000 BC, là, c'est vraiment un gigantesque étron. Ah, je l'ai vu au cinéma, j'avais honte. J'étais gêné d'être dans la salle. En sortant, je voulais même pas qu'on me reconnaisse. Mais il y a d'autres films qui sont pas nuls, et je pense que le jour d'après, on fait partie. Il est pas nul, tu vois, non, il est, je veux dire, il est bien, il est... Ah non, il est nul. Non mais en fait ce que je veux dire c'est que il est un peu plus réaliste que les autres. Mais non, mais même pas, en fait, non, il est pas du tout réaliste. Il est comme tous les autres films de Roland, complètement what the fuck. Mais celui-là, on pourrait dire qu'il est un peu moins what the fuck que les autres, tu vois, il est what the fuck sérieux, t'as. Avec ce film, Roland a voulu faire 2 choses. Il a voulu nous alerter sur un possible futur catastrophique pour l'humanité. Et il a voulu faire de la thune. Et ça a pas mal marché. Le film imagine ce qui se passerait si le courant Atlantique Nord s'arrêtait. Alors, le courant Atlantique Nord. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une carte, hein, pour que tout le monde comprenne mieux. Voilà, donc ça, c'est une carte Dragon Ball Z, hein, avec le personnage, le niveau, ses attaques, ses points de vie, etc. Ça n'a rien à voir avec le courant Atlantique Nord, mais je trouve que c'est important quand même. Prenons plutôt cette carte-là. Ce que vous voyez en rouge, c'est le courant d'eau chaude qui passe par l'équateur, qui arrive dans le golfe du Mexique, qui se réchauffe beaucoup, hein, l'eau peut monter jusqu'à 30 degrés. Comme il fait plus chaud, il y a aussi plus d'évaporation, donc l'eau est plus salée, et ce courant remonte vers l'Europe, et c'est très exactement cette partie-là, qu'on appelle le Gulf Stream. Et il ramène la chaleur à l'Europe dans l'atmosphère, il distribue la chaleur à l'Europe et à toute cette partie-là de l'hémisphère nord. Le Gulf Stream, c'est une pompe à chaleur, et ça joue un rôle énorme dans notre climat, dans notre météo et tout ça. L'eau, elle voyage en surface parce qu'elle est chaude, et donc moins dense que l'eau froide, et l'eau froide est plus dense, hein, et donc plus lourde, si je pourrais dire, mais enfin, plus dense que l'eau chaude. Enfin, oubliez lourde, tu vois, si vous voulez encore me faire chier dans les commentaires en me disant que c'est pas ça. Et quand elle arrive au nord, elle se refroidit, circule plus en profondeur et redescend vers le sud. Et vous savez comment ça s'appelle, tout ce mécanisme-là? Je donne ma langue au chat. On appelle ça la circulation thermo-haline. Thermo pour la température et haline pour qu'elle revienne. Alors ça, c'est très général, hein, vous voyez, je veux dire, mais c'est même pas de l'à peu près, hein, c'est quand même bien ça. Et c'est ça dont va parler le film, puisqu'à cause du réchauffement climatique, la calotte glaciaire du pôle Nord va fondre et va déverser une énorme quantité d'eau douce dans l'océan, ce qui va perturber et même carrément arrêter le courant. Le Gulf Stream ne ramènera plus d'eau chaude et l'hémisphère Nord va se refroidir. Et voilà, tout simplement. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, moi c'est une question que je me suis énormément posée, est-ce qu'un jour, Philippe Risoli va enfin sortir un nouvel album, bordel? Parce que je suis désolé, mais Cuitas les bananas, c'est un putain de chef-d'œuvre. Est-ce que le courant Atlantique Nord pourrait s'arrêter et créer tous ces changements climatiques absolument extrêmes? Eh bien oui, ça pourrait arriver, oui. Alors, je veux dire, pas comme c'est raconté dans le film, mais c'est pas déconnant d'imaginer cette situation, parce que d'abord, les scientifiques le disent eux-mêmes. Le courant ralentit, hein, depuis 1600 ans, il a jamais été aussi lent. Alors, je sais pas comment ils ont fait pour calculer la vitesse il y a 1600 ans, mais toujours est-il que là, ils ont des capteurs au fond, hein, qui calculent plein de trucs. Et s'il venait à s'arrêter, alors, il y aurait pas tout ce qu'on voit dans le film, hein, il y aurait pas d'un seul coup des tornades à Los Angeles, mais pour autant, il y aurait quand même de grosses conséquences sur le climat de tout l'hémisphère nord. Alors, je vais pas rentrer dans trop de détails maintenant, les gars. On n'est pas sur une chaîne de science, hein. Depuis le temps, je crois que ça se saurait. On est sur une chaîne de divertissement avec un fond de vulgarisation scientifique. Et c'est exactement pour ça d'ailleurs que Le Jour d'après est un film parfait pour la chaîne. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube, hein, qui expliquent un petit peu tout le procédé, hein, ce qui se passerait si ça arrivait, donc voilà. Regardez-les si ça vous chante. Alors, bien évidemment, le père Roland, on le connaît, hein. Lui, ce qui l'intéresse, c'est beaucoup plus le côté sensationnel et visuel que la science pure et dure, exactement comme moi. Et il a raison, d'ailleurs, il a raison, c'est beaucoup plus sympa. C'est beaucoup plus cool d'imaginer qu'une période glaciaire s'installerait sur Terre en 3 jours et gèlerait tout le monde sur place, plutôt que d'être vraiment réaliste et de la faire s'installer sur quelques dizaines, centaines ou même milliers d'années. Ah bah oui, on n'a pas tout ce temps-là quand on fait un film. Donc Roland, lui, le réalisme, il s'en carre, il te fait des cyclones grands comme un continent, et alors ça fait des pures photos. Alors par contre, vous ferez attention, ici, dans l'hémisphère nord, ce sont des ouragans, hein. On utilise le terme cyclone pour l'océan Indien et le sud de l'océan Pacifique, donc l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Océanie. On parle d'ouragan pour le nord de l'océan Atlantique et le nord-est de l'océan Pacifique, donc Amérique du Nord et Europe. Et on parle de typhon pour le nord-ouest de l'océan Pacifique, donc l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Les 3 mots désignent exactement le même phénomène, sauf que le nom change selon la région du globe. Bah écoutez,
Comme d'hab, pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué? On retrouve dans les rôles principaux Dennis Quaid qui joue Jack, le seul climatologue de la planète qui va comprendre qu'il y a un truc de ouf qui va arriver. Personne d'autre que lui ne va venir voir le truc, quoi. Super efficace les mecs, hein, bravo, on se demande pourquoi on vous paye. Vous savez que Dennis Quaid, c'est le petit frère de Randy Quaid qui joue le pilote bourré qui se sacrifie à la fin là dans Independence Day. Ah ouais, ils sont frangins, bah ça vous le savez pas, bah maintenant vous le savez. On retrouve également Jake Gyllenhaal qui joue son fils Sam. Il avait 24 ans à l'époque, hein, le petit bout de chou là. Oh, il était déjà BG. Hein. La maman est jouée par Cella Ward. Alors elle, je sais pas qui c'est. Vous la connaissez pas? Non, je l'avais jamais vue. Tout ce que je sais, c'est qu'on la retrouvera chez Roland Emmerich hein, en tant que présidente des États-Unis dans Independence Day Résurgence. Faudrait que j'en parle un jour de ce film. On a Ian Holm, bien sûr. Oh là là. Ash, Bilbo et Vito, bien sûr, dans le 5e élément. Et lui, bah, il joue un petit professeur, hein, tout gentil, tout pourri, là, un paumé en Écosse avec 2 connards. Et surtout, nom d'un chien de Dieu! Vous savez de qui je vais parler? Bien sûr que vous le savez. Bon, vous me connaissez. La magnifique, la merveilleuse, la sublime Amy Rossum. Gloire à toi, mon Dieu, de fabriquer ce genre d'engin. Alors, Amy Rossum, elle est belle, et elle est très belle. Alors évidemment, comment parler d'Amy Rossum sans aborder le cas Dragon Ball Evolution? C'est quand même la seule nana qui a joué Bulma au cinéma, hein, quand même. Hein. Et puis bon, bah après... Bah, est arrivé ce qui est arrivé. Je crois qu'on peut dire que le film est aussi mauvais que Amy est jolie. C'est dire si elle est jolie. Et puis je sais pas, moi écoutez, je trouve qu'elle a un petit côté Emma Watson aussi, je sais pas. Enfin non, en fait, non, pas du tout. Non, c'était juste pour pouvoir vous reparler de Emma Watson. Ah, je me suis refait tous les Harry Potter il y a pas longtemps, ouais. Ah bah c'est vrai qu'Emma Watson, elle devient de plus en plus sexy quand on regarde les films Harry Potter, hein, à l'envers. Et donc Amy Rossum, elle joue le rôle de Laura, la pseudo-meuf de Sam, et elle va être comme beaucoup de personnages dans ce film, elle ne va servir strictement à rien. De toute façon, dans ce film, comme dans beaucoup de films de Roland Emmerich, on va dire que le premier tiers, il se passe tous les trucs de ouf, et une fois que tout est passé, tu vois, on va dire à 40-45 minutes, le reste du film, tu te fais chier. Ah, tu te fais chier. D'ailleurs, les personnages eux-mêmes se font chier. Hein. Pendant toute la deuxième moitié du film, ils vont être posés dans une bibliothèque, là, puis bah, ils vont attendre. Et puis bah, nous aussi, du coup. Enfin bon, tout ce qu'il faut retenir, c'est que comme tous les autres films catastrophes de Roland Emmerich, parce qu'il a pas fait que des films catastrophes, ce n'est pas un documentaire sur notre futur et sur ce qui va se passer, c'est plus une sorte de réflexion hein, sur ce qu'il pourrait se passer. C'est un avertissement, car cela s'est déjà produit. Cela se reproduira. Reste à savoir... quand. Allez, c'est parti, on lance le film. Et ça commence en mode le grand bleu, hein, avec ce travelling sur la mer. Vous savez que ça, c'est un petit peu le plan fétiche de Luc Besson. Il a commencé pas mal de ses films comme ça. Ouais. Bah donc il y a le grand bleu justement où il commence sur la mer. Dans Léon, hein, pareil sur Central Park, il y a le même type de plan. Dans le 5e élément aussi, bah on est dans l'espace, hein, on voit des astéroïdes comme ça. Là. Et dans Lucie, hein, on commence sur les seins de Scarlett Johansson. Ouais. Non, je déconne évidemment. Ah bah ça aurait été sympa. Peut-être que le film aurait gagné en intérêt. Allez, on est donc en Antarctique. On voit 3 types qui récoltent des carottes. Alors là, tu te demandes comment ils font pour faire pousser des carottes dans un environnement pareil. Le patron va m'arracher la tronche si les carottes sont en mauvais état. Ah oui, bah alors toi, bah, tu vas avoir la tronche arrachée parce que je vois pas comment tes carottes elles peuvent être en bon état par moins 40. Mais non, les carottes, c'est des carottes glaciaires, c'est des prélèvements pour analyser la glace. Oui, mais je le savais très bien, c'est bon, il faut rigoler. Le type rentre voir son patron, c'est Jack, pendant que l'autre continue le fourrage. Bon, écoutez, normalement là, hein, ça fait quand même déjà bien 2 bonnes minutes que le film il est commencé. Hein. Il aurait déjà dû se passer un truc de ouf là, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est beaucoup trop long, c'est certain. Ah, bah voilà, je le savais. Ah, dis donc, Roland Emmerich, il nous surprendra toujours, hein. Ou plutôt, il nous surprendra jamais. Attention, la glace se brise! Le sol se fissure. Et comme par hasard, ça passe, mais pile, toi, entre le type et les 2 autres. Elle a bien visé, la glace, hein. Franchement, elle est hyper balèze. Faut le faire. Le patron sort voir ce qui se passe. J'ai rien fait. Comment ça, t'as rien fait? Tu te fous de notre gueule? T'as pété toute la glace, pauvre con! La banquise, elle va se barrer, maintenant. Et tous les pingouins et les ours blancs, ils vont mourir de faim par ta faute. Alors, quand on s'est pas fourré, on reste chez soi. Ah, tout ça, ce serait pas arrivé sur un chantier à Harry Stumper. Il est là, il est là, le petit fligon, je l'ai toujours, hein. Mon Mathieu, merci ma poule. Allez hop, à la veille! Oula, dis donc, ah oui, c'est profond quand même, là. Dis donc, il y a bien 10 mètres, hein. Là, c'est ouf parce que ça a l'air hyper profond d'un seul coup. Mais en fait, c'est peut-être même pas assez profond ce qu'on voit par rapport à la réalité. Parce que l'épaisseur moyenne de la calotte polaire, hein, donc cette immense couche de glace, hein, ou Inland 6, hein, comme on dit aussi, ça vient du danois Inland 6 qui veut dire glace de l'intérieur du pays. Et ben c'est quand même en moyenne de 1300 mètres en Antarctique de l'Ouest et de 2200 mètres à l'Est. Et l'épaisseur maximale atteint même les 5 km. Mais là, à cet endroit-là, il y a aussi la moitié, en fait, 2500 mètres de glace qui sont sous l'eau, en fait, sous le niveau de la mer. Et là, Jack, il voit que les tentes et toutes les affaires
frères sont de l'autre côté. Vite, chope le PQ! Bah attends, oui, ils sont au milieu de nulle part, là. Si t'as pas de PQ, c'est chiant. Hein. Il prend tous les rouleaux et c'est bon, il est passé, les gars. On est sauvés, on a le PQ. Mais il tombe dans le vide! Il s'est accroché à son piolet qu'il a sorti de sa chaussette. On ne sait absolument pas d'où sort ce piolet. Il en avait pas avant, hein, on voit bien là qu'il en a pas. Il n'avait pas par terre non plus, hein, voilà. Et là, il a un piolet, voilà, puis il a pu se sauver avec. C'est pratique le cinéma quand même. Vous voyez, bah, par exemple, là, j'ai rien. Et d'un seul coup, hop, j'ai un concombre. Eh ben oui, c'est comme ça, c'est la magie. Tu l'as eu où? C'est à moi ça? C'est à toi ça? Bah oui, je m'en sers tous les jours. Oh, ah oui, non, il reprend. Allez, il remonte, et là on voit la fissure dans la glace qui passe pile entre les tentes et le bureau là. C'est quand même pas de bol. Hein. Manifestement, la glace, elle vous en veut à vous personnellement. Allez, vous avez vu la taille de la fissure? La dernière fois que j'ai vu une fissure de cette taille-là, c'est quand j'ai fait ma communion et que le prêtre il avait ramené ses potes. Bon, retour à la civilisation. On est en direct à la conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Et Jack, il dit à tout le monde que le climat se réchauffe. Bah oui, c'est le but de la conférence, on sait bien. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, connard. Mais attendez, parce que là, Jack, il va dire autre chose. Les calottes polaires sont en train de fondre à une vitesse inquiétante. Et ouais, et ça veut dire que l'eau douce libérée par la fonte des glaces va modifier la salinité des océans et donc la densité de l'eau, et ça va perturber le Gulf Stream, et ça va faire les trucs qu'on a expliqués tout à l'heure. Et là, il y a un type qui demande à Jack quand est-ce que ça va arriver. Je ne sais pas, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1000 ans. Par contre, ce que je sais, c'est que si on n'agit pas assez tôt, eh bien, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont devoir en payer le prix. Non, mais attends, faudrait savoir. Tu viens de dire que tu sais pas quand ça allait arriver, que ça pourrait arriver genre dans 1000 ans, et maintenant que tu dis que c'est nos enfants en direct et nos petits-enfants qui vont en payer les conséquences. Donc en fait, tu sais quand ça va arriver, parce que nos enfants et nos petits-enfants, ils arriveront pas dans 1000 ans. Hein. Ils vont être là dans, je sais pas, 15-20 ans, un truc comme ça. De toute façon, 1000 ans dans un film de Roland Emmerich, ça veut dire 2 jours. Et là, évidemment, t'as le vice-président des États-Unis qui dit que de toute façon, tout ça, on en a rien à branler. Ah oui, c'était un Donald Trump avant l'heure. Ou un Dick Cheney, hein, peut-être, hein, le vice-président de l'époque. Hein. Il lui ressemble un petit peu, d'ailleurs, vous trouvez pas? Est-ce que ce serait pas fait exprès, à votre avis? Mystère. Allez, nous voilà maintenant en Écosse. Alors, ça c'est pareil, putain. Ouais. Roland Emmerich, c'est le roi des réalisateurs qui t'emmène partout sur le globe en moins de 5 minutes pour bien te montrer que le truc est global, tu vois. Allez, c'est tombé dans 2012, le film n'est pas commencé depuis 10 minutes. On a déjà été en Inde, aux États-Unis, en Chine et à Marseille. Et en Écosse, là on est au centre de recherche du climat. Et bien évidemment, comme dans tout bon film catastrophe, on voit des scientifiques qui pioncent. Ce putain de cliché qu'on te ressort à chaque fois, qu'on avait déjà vu dans Independence Day avec les astrophysiciens au début qui font du golf. On a aussi vu un peu dans Deep Impact, là où l'astronome, là, il bouffe sa pizza tranquille, il fout rien. Dans le pic dedans, tous les scientifiques, là, dans chaque scène, ils en foutent pas une. À chaque fois, les films comme ça te présentent toujours les scientifiques comme des gros connards qui ne foutent rien de la journée. Regarde-le, là, non mais oui, ils mettent le foot, là, carrément, là. En fait, scientifique, c'est juste un métier de branleur. Et c'est bien pour ça que ça me plaît beaucoup, et que je me considère comme un grand homme de science. Et là, il y a une bouée en mer qui indique une chute de température de 13 degrés. Et voilà, donc la réaction du scientifique en chef... Oh, la mer est déchaînée dans ce coin. La bouée doit être malmenée. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, monsieur Emmerich, pour votre belle vision des scientifiques. Les mecs sont juste des gens foutres, mais jusqu'au bout, quoi. Et en même temps, ce coup-ci, il a pas complètement tort, Roland Emmerich, parce que je vous rappelle quand même qu'on est en Écosse. Je sais même pas comment ils arrivent à faire de la science, déjà, vu que personne sur Terre ne les comprend. Dis donc, et si on partait maintenant au Japon, tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas voyagé, au moins 30 bonnes secondes. Ici, on voit un mec qui se prend un petit saké avant de rentrer chez lui, parce que son patron a encore dû lui prendre la tête, comme tous les patrons au Japon. Il va voir sa copine, mais il va pas la toucher, parce que de toute façon, les Japonais ne font jamais l'amour. Donc, bah, il va manger des sushis, et il va faire du karaoké. Et puis, voyons, quelle sorte de cliché complètement con je pourrais encore trouver sur les Japonais. Et puis, il a une petite bite. Et là, il y a des bouts d'iceberg qui tombent du ciel. Wesh, les grenouilles sont gros comme des pastèques, frère. Putain, mais qu'est-ce que je déteste cette expression-là. C'est trop une expression de jeune. De toute façon, nos expressions, elles étaient mieux avant. Et notre pote, donc tout le monde se fout, parce que de toute façon, c'est la seule fois du film où on le verra. Ça aussi, c'est un truc que Roland Emmerich, il aime bien faire. Montrer des personnages 2 minutes à qui va arriver des peurs crasses, mais on s'en fout, puisqu'on les verra que 2 minutes. Bah lui, pam, il s'en prend une, et c'est déjà fini pour lui. C'était une super scène, ça, hein. C'était vraiment très intéressant. Une autre scène très intéressante, ça va être celle-là, où on voit Jack qui appelle sa femme. Ils ont 2 maisons, et ils habitent pas ensemble, voilà. Ils sont mariés, et ils s'aiment, ils le disent dans le film, hein, mais ils vivent pas ensemble. C'est chacun chez soi. Putain, mais c'est la recette du bonheur, ça, bordel. Et on découvre le fiston Sam qui doit partir en avion pour New York pour aller participer à un concours avec son école, là. Parce que Sam, si tu veux, il est super intelligent. Allez, on change encore d'endroit, on est au boulot de Sam, et cette fois, c'est lui qui se fait engueuler par son patron. Mais pourquoi, pour l'amour du ciel, es-tu allé exaspérer le vice-président? Mais c'est vrai, ça. Pourquoi, pour l'amour du ciel, il est allé faire chier le vice-président? Bah pour l'amour du ciel. Quoi, l'amour du ciel, quoi? T'es amoureux du ciel? Bah évidemment, je suis climatologue. Non mais sérieux, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « pour l'amour du ciel » ? Mais personne dit ça. Mais je sais, c'est bien ce que je dis. Jamais de la vie. C'est une expression qu'on entend que dans les films, ça. Elle existe pas en vrai, cette expression. J'aime beaucoup cette expression. T'es sérieux? Je la kiffe grave. Ah bah moi je la kiffe pas du tout. Bon, Jack accompagne son fils à l'aéroport parce qu'il fait pas confiance au chauffeur de taxi, hein, qu'elle a. En même temps, Bon, ils en sont les Écossais, là. Ah, le père Cornelius vient d'arriver. Et sinon,
sinon, est-ce qu'il s'inquiète un peu par rapport à la bouée ou pas? Parce que maintenant, il y en a plus une, mais deux qui clignotent. Et puis en plus, bah, comme on dit jamais le 103, et ben voilà la troisième. Et là, si vous voulez, 3 bouées qui tombent en panne en même temps, c'est pas possible. Là, il se passe quelque chose. Mystère. Sam prend l'avion avec sa copine qui s'appelle Laura et son pote qui s'appelle On s'en bat les couilles de toi, tire-toi de là, laisse-nous tous les deux, faut qu'on révise notre leçon sur le corps humain. Là. Ah oui, non mais Mirosom, elle est vraiment très jolie. Elle est si délicieuse que je pourrais la manger comme de la confiture. Bon, par contre, t'es un peu con quand même la Laura, parce que là, il se retrouve complètement bloqué en taxi dans les rues de Manhattan. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit au chauffeur? Excusez-moi, monsieur. On est vraiment en retard. Oui, mais très bien, je suis content pour toi. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est bloqué, je peux pas avancer. Ah, celle-là, je te jure, non, mais vraiment, elle a pas de frein sur sa poussette. Hein. Excuse-moi, mais j'ai pas le pouvoir d'écarter les voitures. J'aimerais bien faire comme Moïse quand il a ouvert ta mère, mais là, je peux pas. La mère. La mère, oui, pardon. Tiens, vous avez vu, il y a un Clodo Renoir qui parle à son yinche, là. C'est marrant, ça me fait penser à un autre film, ça. Les embouteillages dans le taxi, la meuf qui gueule sur le chauffeur parce qu'elle veut avancer, le Clodo Renoir qui parle tout seul à son chien, la scène d'introduction d'Armageddon, absolument. Roland Emmerich a juste repris toute la scène, quoi. Ah, copieur, je te jure, là, des salauds de cheveux, là. Bon, dis donc, sinon, on est dans un film catastrophe ou pas, là? C'est pas le moment où, normalement, on voit tous les oiseaux qui se barrent dans le ciel parce qu'ils ont sorti le truc qui arrivait avant tout le monde, non? Qu'est-ce qu'ils foutent, les oiseaux, là? Ils sont en retard? Ah, les voilà, les petits. Bah, dis donc, ils se sont fait attendre, hein. Bah, en même temps, comme on les voit dans tous les films catastrophes à chaque fois, à la limite, la prochaine fois, commencez directement par ce plan-là. Tu vois, tu mets le logo des boîtes de prod et puis tu mets directement le plan avec les oiseaux. Bon, on passe sur la scène avec les gamins qui font leur concours de merde, là, et qui rencontrent un type d'une autre école qui va direct essayer de s'ambiancer Laura, ce que tout mec censé aurait fait. Ah, regarde ça, là, hein, gamme-le le mec merde, là. Regarde devant toi, baisse les yeux, je te défonce. Et on retrouve le professeur Vito qui va appeler Jack pour lui dire un peu ce qui se passe. Et donc, tu sais, tout ce que t'as dit la dernière fois à la conférence, là, bah ça y est, ça arrive, hein. Non, mais je déconne, moi, j'ai dit ça pour me marrer. Oui, bah c'est pas marrant, parce que maintenant ça arrive et c'est de ta faute. Non, mais j'y suis pour rien, moi. Bah évidemment que si, t'es pour quelque chose. C'est vous qui avez pété la glace, c'est votre faute. Et oui, le modèle qu'avait fait Jack et qui devait se produire sur des dizaines d'années arrive dans seulement quelques dizaines d'heures. Rien de tout cela ne s'est encore jamais produit dans l'histoire. Bah bien sûr que si. Il y a déjà eu des périodes glaciaires dans l'histoire. Dans l'histoire de l'humanité, d'accord, à la limite, je veux bien. Dans l'histoire de la planète, si, c'est déjà produit. Regardez ça, par exemple. Bah ça, c'est une photo de la Terre à l'ère glaciaire il y a 20 000 ans. Hein. Une photo il y a 20 000 ans. Merde. Ah non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Efface. Non, efface, tu peux effacer ou pas? okay. Faut pas que les gens sachent. Et là, mesdames et messieurs, c'est parti. Tout le monde se rassemble devant les écrans parce qu'il est en train de se passer un truc de ouf en Finlande. Venez voir, patron, vite. Oui, on vient de recevoir les images. Regardez, il y a des gens qui font des concours de montée à cheval sans cheval. Et là, il faut même du saut d'obstacle avec un cheval jouet. Les filles ont juste un bâton dur entre les jambes. Titre. Ta gueule, Gérard. Il y a même des juges qui notent les prestations et tout. Ah ouais, non, mais alors attendez, mais là, c'est un truc de fou, là. Le changement climatique, ça dérègle complètement les gens. Et plus t'es au nord, et plus t'es déréglé. Hein. Ah bah regarde, rien qu'en France, par exemple. Et pendant ce temps-là, il y a pas moins de 4 tornades qui sont en train de ravager Los Angeles. Et il y a un hélicoptère qui fonce droit dedans, le con. La vache, le pilote, il est confiant, là. Sérieux, non, mais c'est quoi ce guignol, là, qui va risquer la vie des passagers à bord? On vole pas en hélico quand la météo le permet pas. Surtout à Los Angeles. C'est à cause de mecs comme lui que notre Kobe n'est plus de ce monde. Sans déconner, quoi. Putain, j'y pense encore. Mamba out. But not forgotten. Dis donc, c'est qui filme les images là qu'on voit à la télé? Ah, d'après le point de vue, c'est l'hélicoptère. Et dis donc, l'image elle est grave stable là. Les mecs ils sont juste à quelques centaines de mètres de la tornade et y a pas un pet devant. Et alors là, on va voir que si Monsieur Emmerich n'a pas beaucoup de considération pour les scientifiques, il en a certainement encore moins pour les journalistes. Puisque là, on va voir pas moins de 3 journalistes qui vont essayer de s'approcher au maximum des tornades et qui vont bien évidemment rester là où c'est le plus dangereux, comme de bons gros abrutis inconscients. T'as le premier qui est là dans l'hélico, t'en as un autre en bagnole qui s'approche des tornades et qui doit éviter les autres bagnoles comme dans Twister, et t'en as un troisième qui est à pied et qui dit aux autres de se barrer, mais lui ne se barre pas. Sans déconner les gars, mais barrez-vous! C'est pas grave si vous avez pas l'image pour le reportage là. C'est peut-être pas la peine de risquer votre vie pour une tornade. Ah, je peux te dire que si c'était moi le journaliste, il y a longtemps que je serais barré. Tant pis pour le reportage. Hein. Ce soir aux infos, on repassera un sujet sur les inondations en Haute-Saône et puis c'est marre. Ça fera jamais que la 4 000e fois, mais bon. Oui, mais on aime ça. On aime bien voir les gens dans la misère. Hein, les gens chez eux, hein, qui ont de la flotte jusque-là et qui ont tout perdu. Hein. Surtout quand ça fait 2 fois de suite. Des fois, vous avez vu, il y a des gens qui sont interviewés et qui te disent oui, bah moi il y a 3 ans, on avait déjà eu l'inondation, on avait déjà tout perdu. Et là aujourd'hui, bah on vient encore de tout reperdre. On a vraiment plus rien. Les connards. Tiens, bah toi, pour la peine, prends-toi un camion dans la tronche, là. T'apprendras à jouer avec le feu. Ou le vent, c'est au choix. Et l'autre, là, il fait un peu plus gaffe ou pas? Ah bah non, là, il aurait dû. Vous avez vu d'ailleurs, le truc le déglingue bien comme il faut, mais évite bien la voiture derrière, vous avez vu? Ah non, mais les éléments en ont après nous, hein. Personnellement, c'est fou. Et voilà, les immeubles sont déchiquetés, le downtown de Los Angeles n'est plus qu'un champ de ruines. Alors là, j'adore parce que la scène suivante, elle doit se dérouler quelques instants après, tu vois. On voit le président arriver dans son bureau, et c'est le vice-président qui l'informe de la situation. Los Angeles a été frappé de plein fouet par toute une série de tornades. Non mais genre, t'étais pas au courant, quoi. Tu l'apprends que maintenant, quoi. Alors que le truc devait être en direct sur toutes les chaînes et à toutes les radios, quoi. Mais qu'est-ce que tu foutais, toi, le président
président des États-Unis pour pas être au courant de ce qui se passe dans la deuxième plus grande ville de ton pays? Mais quel connard, ce type! C'est qui cet acteur? Et donc on l'a vu. Il me dit rien du tout. C'est marrant parce que vous avez vu, il ressemblait un petit peu à Al Gore. Vous savez, hein, le vice-président aussi de l'époque qui était un super écologiste, là, qui avait sorti justement le film Une vérité qui dérange et qui avait perdu contre George Bush aux élections. Il lui ressemble un petit peu d'ailleurs, vous trouvez pas? Est-ce que ce serait pas fait exprès à votre avis? Mystère. Bon, en tout cas, comme c'est le président des États-Unis, il va prendre ses responsabilités. Il va prendre une décision. D'après vous, que devons-nous faire? Et ben voilà, le président quoi. Sérieux, mais les mecs, à quoi vous servez? Bon allez, réunion de crise au centre météorologique. Il faut qu'on trouve pourquoi le climat part en vrille. Bon, on a aucune idée de ce qu'il faut faire, mais on va le faire quand même, hein, parce que sinon on va encore dire qu'on fout rien. Alors moi personnellement, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Merci Michel. Oui bah c'est comme d'hab, hein. Tu sais jamais ce qu'il faut faire, c'est pour ça que t'as encore plus 56 ans. Hein. Non mais ça a rien à voir ça, Robert. Je sais, mais bon, c'était juste pour dire. Bon, bah écoutez, on va pas aller très loin avec tout ça, hein. Est-ce qu'on peut quand même essayer de parler un peu boulot ou... Et le courant Atlantique Nord? Oui, et alors, comment il va lui? Le courant Atlantique Nord a changé. Mais c'est pas possible, un courant ça change pas de sens. Je te dis que c'est possible. Ah oui, non mais Jackie sait lui, il a été voir sur place. Je pense que nous sommes à l'aube d'un changement majeur du climat. Et voilà, la phrase est lâchée. Là, j'espère que vous avez profité du Black Friday pour vous acheter des pulls, des gants et des bonnets parce que ça va se rafraîchir et puis le redoux il va pas revenir tout de suite. J'adore ce mot. Il est pas con ce mot, le redoux, sans déconner. Le redoux. C'est un mot officiel en langue française, il est dans le dictionnaire et tout. C'est-à-dire que il fait doux, après il fait froid, puis après il fait redoux. C'est con, on dirait un mot qui a été inventé par un gamin de CE1 quoi. Tiens, bah, en parlant de gamin, là on en découvre un qui est en cosplay de Fabien Barthez. Mais non, c'est parce qu'il est malade, t'es con quoi. Ah pardon, oui. Et oui, parce que la femme de Jack c'est une infirmière. Hein. Petit cliché encore, hein. Pourquoi il faut toujours que les nanas soient infirmières? Elizabeth Olsen aussi, elle est infirmière dans Godzilla. Hein. Ah, j'ai bien kiffé ce film. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme film où on voit la femme, le personnage principal qui est infirmière? Je sais pas, il y en a plein comme ça, mais j'en ai trouve pas là. Il y a Infirmière de charme. Ah oui, elle est pas mal, oui, c'est très bon celui-là. Bon allez, on accélère un peu, ça commence vraiment à se rafraîchir partout dans l'hémisphère nord. Tempête de neige, tempête de glace, un jour normal en Normandie. Hein. Et que moi, mon hiver le plus rude, c'est quand j'ai passé un été à Dieppe. Je me rappelle, j'étais allé en hélicoptère à l'époque, parce que il se trouve que ma formation de monteur vidéo m'a permis de savoir piloter un hélicoptère. Et là, vous voyez, bah, c'est quand on est arrivé, hein, bon, j'ai un petit peu foiré mon atterrissage, c'est vrai. J'étais pas encore au point, mais ça c'est parce que j'avais oublié de desserrer le frein à main. Et puis une fois au sol, bah, on a ouvert la porte pour sortir, et puis bah là, il faisait moins 60 degrés, donc on a gelé sur place. Voilà. Et on salue tous les Dieppois et les Dieppoises, les terres de ma jeunesse, la ville qui m'a vu grandir. Et tu y retournes souvent, non Ouais, de temps en temps, oui, un petit peu, 1 ou 2 fois par an, ouais, quand j'ai pas le choix. Bon, et sinon, pourquoi ils se sont crachés, les hélicoptères, là? Ils se sont crachés parce que le kérosène a gelé dans le circuit de carburant. Eh oui, la température a chuté à toute vitesse. Et alors là, encore une fois, ce qui est marrant dans les films de Roland Emmerich, putain, le nombre de clichés qu'il y a à la minute, c'est que là, t'as un problème qui est mondial, quand même. C'est hyper alarmant, et il y a déjà eu plein de morts. Donc on imagine quand même que tous les pays ont mis plein de moyens et sont en train d'essayer de travailler pour trouver une solution. Il va y avoir des plans d'urgence mis en place partout, quoi. Mais en fait, non. Là, c'est toujours un petit groupe de 3 personnes dans leur coin, qui sont apparemment les seuls à se rendre compte que c'est grave, et qui essaient de trouver des solutions avec leurs petits ordinateurs tout pourris. Rappelez-vous, dans Moonfall, il y a juste la Lune qui va s'écraser sur la Terre, et il y a que 4 personnes dans le film qui vont essayer de régler le problème. Mais bordel, mais que font tous les autres? Tout le monde a déjà baissé les bras ou quoi, là? N'empêche, si ça se trouve, ce serait vraiment comme ça dans la vie. Si la Terre était menacée, il y aurait que 4 personnes qui essaieraient de sauver le monde. Et bien sûr, sur ces 4 personnes, j'en ferai partie. Et bah, on est pas bon, là, c'est le bordel, il drache à mort non-stop depuis 3 jours. On se croira à Grenoble. Oui, vous avez vu, je change un petit peu aussi. Et c'est parce qu'il paraît que Grenoble, ce serait la ville la plus pluvieuse de France. Je savais pas. Voilà, ils ont vraiment rien pour eux, ceux-là. Les égouts débordent, les rues sont inondées. Et là, on va découvrir que dans un zoo, il y a des loups qui se sont échappés. Alors, je sais, on dirait pas comme ça, mais je vous jure que c'est important. C'est grâce à ça qu'on va avoir la meilleure scène du film après. Le niveau de l'eau monte de plus en plus, il faut aller se réfugier sur les hauteurs. Et alors là, c'est quand même très con parce que il y a 10 minutes, Sam, Laura et les autres étaient tranquillement posés dans l'appart du gars qui les avait invités là, au dernier étage de son immeuble, c'était hyper haut, ils le disent. Et eux, ils sont redescendus pour absolument aucune raison, je sais pas pourquoi ils sont redescendus, pour aller maintenant se réfugier dans une bibliothèque. Genre, le truc est juste 4 fois moins haut que l'immeuble. Et là, il y a Laura qui décide d'aller faire sa chieuse là en allant aider des gens qu'elle connaît même pas. Oh là là, mais l'altruisme des gens, mais ça m'énerve au plus haut point. Vous voyez, ça c'est vraiment une qualité que j'ai pas, ça. Mais laisse-les se démerder tout seul, enfin. Tu n'es vraiment pas très sympa. Ah oui, non mais... De toute façon, que ce soit clair, en venant sur la chaîne 12 par sec, vous le savez, on n'est pas là pour être gentil, on est là pour être méchant, on est là pour être médisant, pour être lamentable, on est là pour être des salauds, hein? Mais bien sûr, évidemment. 12 par sec est une chaîne de salopards. Vous le savez pertinemment et c'est pour ça que vous restez. Et toutes celles et ceux qui ont déjà acheté les t-shirts en sont les plus beaux ambassadeurs. Allez, attention, la première vague arrive, et là, bah évidemment, c'est Roland Emmerich aux commandes. Donc là, si vous voulez, ça va pas être une petite vague de tapettes. Là, la vague, elle arrive presque en haut de la Statue de la Liberté. La Statue
Statue de la Liberté fait 93 mètres de haut quand même. Donc vous voyez là, la hauteur de la vague, elle est pas aussi haut, mais bon, c'est à peu près à 80 mètres. C'est une vague de 80 mètres de haut là. Ça équivaut à un immeuble de 25 étages. Si on part du principe qu'un étage, ça peut faire à peu près 3 mètres 20. Donc là, par exemple, la bibliothèque, normalement, elle devrait être sous l'eau, tu vois. Et c'est parti, la vague balaye tout sur son passage. Des milliers de personnes se transforment en poissons-pigeons. Vous avez la ref? Et la vague arrive vers notre petit groupe d'amis. Et alors là, dans la série des décisions à la con qu'un personnage prend, alors qu'il est en danger de mort et qu'il faudrait qu'il fasse exactement le contraire pour survivre, Laura, qui a aidé les gens à sortir de la voiture, ne trouve rien de mieux à faire que de retourner dans la voiture pour aller récupérer le sac à main de la dame. Non mais sérieux, mais Laura? Tu trouves que c'est le moment? Putain, mais la vague arrive dans 10 secondes. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du sac à main de la bonne femme? Et Sam qui va essayer d'attirer son attention. Regarde, il y a Yann Solo. Oh, c'est pas vrai, où ça? Et attention, la vague arrive. Alors là, par contre, bon, je sais que je passe mon temps à me foutre la gueule de Roland, mais faut quand même pas cracher dans la soupe. Il y a tout de même de très belles choses dans ces films, à commencer par les effets spéciaux. Tous les plans de l'eau qui envahit les rues sont géniaux. Ce plan-là, il est absolument génial. Le truc cool avec Roland, c'est que ces films sont quand même assez vilains, mais les effets spéciaux, c'est toujours une dinguerie. Non mais les effets spéciaux de 2012, quand on va le voir au cinéma quand ça sort, mais c'est une tuerie. Et en même temps, il y a intérêt que ce soit une tuerie, les effets spéciaux, parce que c'est que pour ça qu'on va le voir, son film de merde. Allez, il se réfugie dans la bibliothèque, l'eau devrait normalement les submerger aussi, mais ça va. Elle s'arrête là, elle s'arrête au balcon, tu vois, elle va pas plus loin. Elle est gentille quand même, elle a tué tout le monde, mais elle a pas tué les personnages principaux. Jack est toujours au téléphone avec Vito, et donc je voulais vous demander là. C'est pas vous qui avez joué dans Alien là? L'androïde H, il vous ressemble grave, hein? Ouais, c'est moi, ouais. Ah, je le savais. Ouais. Et alors, il est sympa le xénomorphe en vrai, non? Alors, il est sympa, oui, mais bon, faut le connaître, hein. Et là, Jack dit au professeur que le monde entier va entrer dans une nouvelle période glaciaire dans les prochaines 72 heures. C'est pareil, pourquoi dans les films, il parle en heures comme ça, il dit 72 heures, putain, mais il dit 3 jours comme tout le monde, bordel. Et donc, il dit aussi au professeur que personne pourra venir les chercher, et qu'ils vont mourir de froid parce que, bah, ils sont en Écosse, hein, et que de toute façon, même s'il n'y avait pas eu de changement climatique, et bah, ils seraient quand même morts de froid parce qu'ils sont en Écosse. Et alors là aussi, c'est pareil, j'adore, là, regardez bien ce qui va se passer, c'est en arrière-plan. Le téléphone sonne, Frank décroche, il écoute une seconde, et ensuite il dit à Jack... Il s'est passé un événement à New York. Non mais, c'était hyper rapide, quoi. L'autre, au bout du fil, il a eu le temps de rien dire. Au bout du fil, ouais. Expression de 1980. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'il a eu le temps de dire à Frank en une seconde? À New York, il s'est passé un truc de ouf! Et ouais, je sais bien, c'est des détails, ça, mais moi je les vois. Ah oui, avec mon œil de fin analyste. Rien ne m'échappe. Et surtout pas ce joli petit minois comme elle. Hein, Laura? Oh, Laura. Merci d'être revenu pour moi, Sam. C'était vraiment très courageux. Oui, bah lui, il était aussi courageux que toi, t'étais inconsciente. La prochaine fois, réfléchis et revois l'ordre de tes priorités. Tu préfères aller sauver le sac à main d'une dame que tu connais pas ou sauver ta peau et accessoirement celle de ton pote? Je vais lui rapporter son sac à main. Ah, parce que tu l'as pas encore ramené en plus. Mais ça fait 1 heure que vous êtes là, qu'est-ce que tu fous? Elle commence doucement à me chauffer, celle-là. Bon, y a plus de réseau, donc ils peuvent plus appeler personne. Alors Sam va aller prévenir son père en utilisant d'anciennes cabines téléphoniques qui fonctionnent avec des lignes enterrées. Parce que Sam, il est intelligent, tu vois. Lui, il sait tout ça. Il sait des trucs que personne ne sait. Y a que lui qui a l'idée de faire ça. Et en même temps, c'est clair que moi, si j'avais été là, j'aurais absolument pas eu l'idée de faire ça. Il réussit à appeler ses parents et son père lui dit qu'il ne faut surtout pas sortir. Il ne faut surtout pas sortir. Et oui, parce que la tempête arrive et elle va geler tout le monde. Il faut qu'il reste au chaud, qu'il se barricade et Jack va venir les chercher. Et là, attention, l'eau monte. Dis-moi qu'il va s'en sortir, Il va s'en sortir. Génial, bah génial. Dis-moi qu'il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Ah bah c'est bon. Non, bah, je te crois, hein, c'est bon. Non, bah, c'est bon les gars, il va s'en sortir, hein, pas de problème. Bon, par contre, il a juste failli se noyer. Là. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Allez, Jack est décidé, il va partir à New York chercher son fils dans la tempête. Et en même temps, il est climatologue, tu vois. Il sait comment il faut faire dans une tempête. C'est un peu le Bill l'extrême du climat. Bon, il a pas le même charisme, mais il est bien quand même. À la bibliothèque, on s'équipe, on rassemble les affaires. Laura essaie de se rendre utile. On a aussi trouvé cette radio, mais elle marche pas. Oui, c'est bien ma fille. Mais du coup, ça sert à rien. Mais c'est très bien, continue à chercher. Si tu trouves un radiateur qui marche pas, ramène-le aussi, c'est important. Et là, alors... je sais pas. Je sais pas pourquoi, personne ne sait pourquoi, mais il y a un énorme cargo qui débarque. On sait absolument pas par où il est passé. En tout cas, sûrement pas par la rue qui est derrière lui, qui est 3 fois trop petite. Non, mais vous avez vu la taille du bateau, quoi? Comment il a fait pour arriver jusqu'ici? Il a fait des créneaux dans les rues ou quoi? Et le truc s'arrête bien évidemment pile poil devant la bibliothèque. Je me rappelle encore, quand j'ai été voir le film au cinéma, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, Jack est maintenant avec le président pour lui dire que la tempête va pas s'arrêter tout de suite et qu'il va falloir descendre vers le sud. C'est-à-dire que, normalement, le président, il doit certainement avoir des conseillers scientifiques, tu vois. Des mecs hyper calés, tu vois, qui le conseillent, qui savent aussi ce qui se passe. Il est pas tout seul, le président, il a une équipe. Sauf que là, ça doit certainement être des gros bouffons parce que personne n'est là. Et c'est que Jack qui, lui, tout seul, sait comment ça va se passer. Il faut évacuer toute la population
qui est au sud de cette ligne. Putain, mais la carte, bordel! On s'en sert tous les jours! Ah, mais comment il vient de faire un pur trait de bâtard sur la carte, là? Au feutre indélébile en plus, l'abruti! Il a ruiné la carte, quoi! Mais virez-moi ce temps pas fait, là! Bon, le président, là, ça y est, il arrête les conneries et il va prendre la décision. Que fait-on pour la population au nord? Mais j'en sais rien, moi. C'est vous le président, c'est vous qui savez ce qu'il faut faire. Et donc, à un moment donné, il va peut-être falloir arrêter de poser des questions à tout le monde et puis prendre des décisions tout seul comme un grand. Non, mais c'est vrai, à la fin. Et le président, il prend aucune décision. Bon, à New York, tout le monde s'en va. Ils partent vers le sud. Dans la bibliothèque, le flic dit qu'il faut y aller aussi. Mais Sam, lui, il sait qu'il ne faut surtout pas bouger, sinon la tempête va les tuer. Si tous ces pauvres gens vont dehors, ils vont mourir de froid. Et ouais, là, il essaie de balancer une phrase choc pour faire réagir les gens. En plus, il dit que son père est climatologue, qu'il bosse pour le gouvernement, tu vois, il a des arguments, quoi. Il faut l'écouter, lui. Non, les gens s'en battent quand même pas mal les noix, hein. Ils se barrent tous. Mais en même temps, faut dire que Sam, il a un peu le charisme d'une huître. Pauvre petit père, là, il s'est gosé pour rien, là. On dirait PH quand il fait une conférence dans une convention. Personne ne l'écoute, tout le monde s'en fout. Et bah, vous savez quoi? Allez-y, les amis. Partez tous. De toute façon, on s'en fout, on les connaît pas. Sam essaie de les retenir. Mais pourquoi tu fais ça? Tu t'en fous, tu les connais pas. Laisse-les crever, c'est con. Moi, je les laisserai partir, mais sans problème. Ouais, tu sais, ça fera plus de bouffe pour nous. Hein. Limite, faudrait même essayer de convaincre ceux qui veulent rester d'y aller aussi. Allez-y, madame, hein, il faut partir, là, ils vous attendent. Hein. Mais vous restez là? Oui, non, mais nous, on reste là, on sait jamais, on va garder les meubles. Et c'est parti, des milliers de gens bravent le froid pour aller rejoindre le sud. Mais David, il y en a pas beaucoup qui vont y arriver. Bon, bah écoutez, nous, on va s'allumer un petit feu, hein. On va brûler des livres, hein, comme à la belle époque. Hein. C'est-à-dire? Non, je dis ça comme ça. La maman à l'hôpital, elle apprend que l'ambulance du petit Barthez, elle a pas pu venir. Et il y a sa collègue qui dit qu'il faut qu'il parte maintenant. Hein. Sauf que le petit, il ne peut se déplacer qu'en ambulance. Bon, bah écoute, mon petit garçon, je pense que c'est le moment de se dire au revoir. Je vais te mettre le documentaire Les yeux dans les bleus. Hein, tu sais, bah tu vas reconnaître quelqu'un. Et puis bah quand c'est fini, bah tu peux le remettre au début. Puis après, bah, tu fais ce que tu veux. De toute façon, moi je m'en fous, je serai plus là. Vous êtes répugnant. Non mais évidemment qu'elle va rester. Mais bon, elle le dit pas, mais à mon avis, elle est un peu dégoûtée aussi. Sérieux, non mais est-ce qu'un jour on aura un personnage qui dit vraiment ce qu'il pense? Peut-être t'imagines, elle aurait répondu. Ah oui, on y va, attends, c'est bon, là tu vas pas nous faire chier. Hein. Ah non, c'est même pas le mien. De toute façon, il y en a plus pour longtemps, donc tu sais, on n'est pas à 2 semaines près. Hein. Allez, on y va vite, là, il est occupé, il nous regarde pas là. Allez, on y va là. Bon, on en est où avec Jacques et sa team? Alors eux, ils sont carrément partis à pied, avec le temps qu'il fait. Et donc ils sont motivés. Là. Et à ce rythme-là, ils arrivent dans 2 mois. Là. Bon, par contre, là, faites gaffe parce que vous êtes sur le toit d'un centre commercial là. Et paf, la vitre pète. Et Franck se retrouve suspendu dans le vide. Et là, c'est chaud parce que Franck, il est lourd, il faut le retenir. Là. Alors justement, ils lui disent de lâcher du lest. Balancez tout ce que vous pouvez. Bon, balance ta gourmette, là. Quoi? Balance ta gourmette en or, là. Petit bergeau, ça faisait rien. Popeye, il a une énorme gourmette en or, il veut pas la balancer, merde. Balance. Et alors là, préparez vos mouchoirs. Ou pas, d'ailleurs. Vous allez voir qu'il va se passer un truc de ouf, mais que on va très vite s'en foutre après. Jack et Jason essaient de retenir Frank, mais la vitre va péter. Donc Frank, il va pas avoir le choix. Il va devoir couper la corde pour pas entraîner ses potes avec lui. Mais on en a tellement rien à foutre. On l'aime bien, lui, tu vois, on veut pas qu'il meure. Mais en même temps, la scène, elle est traitée tellement à l'arrache. Elle est tellement expédiée. Genre, toi, Frank, il coupe la corde, il dit pas un mot. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'en avais déjà dit un mot dans ma vidéo sur Moonfall. J'avais parlé du fait que Roland Emmerich, il y a toujours un moment donné où dans ses films, il va tuer un personnage secondaire, mais d'une façon tellement à l'arrache. Genre, on s'en fout complètement. Je vous remets le passage de la vidéo de Moonfall, justement, où j'en parle, vous allez voir, ça dure 20 secondes. C'est trop drôle, à un moment donné, dans ces films, il tue toujours un personnage, on s'en fout un peu, tu sais. Ici, c'est le père qui kiffe ses enfants. Dans 2012, c'était le nouveau mec de la meuf de John Cusack. Dans les autres films, je sais plus. Mais c'est excellent parce que c'est des mecs, tu sais, ils ont rien demandé à personne, quoi. Ils sont gentils. En plus, ils ont carrément aidé les autres, quoi. Sans eux, tout le monde serait peut-être mort. Mais quand même, Emmerich va les tuer dans toujours une petite scène bidon, mais vraiment en mode on s'en fout du personnage, quoi. Les mecs, on les sacrifie comme ça parce qu'on s'en fout d'eux. À un moment donné, ils ont plus le raison d'être là. Ça, j'adore. Et voilà. Et donc, bah là, c'est Frank qui meurt. La scène dure 2 minutes et on passe à autre chose. Jack et Jason se retrouvent tous les deux dans leur tente. Titre. Retour à la bibliothèque. Tout le monde dort. Laura tout saute juste un peu et direct Sam il se dit qu'elle a peut-être le cancer. Eh bah oui, mais c'est comme ça que ça commence. Hein. Et du coup, il va essayer de la réconforter. Ça va? Ça va, ouais. Tu veux voir ma bite? Bah, écoute, il propose. Si tu proposes pas, tu peux pas savoir. Bah écoute, ça me gêne un petit peu, il y a du monde là. Mais non, tout le monde dort, t'inquiète pas, c'est bon. Ouais, mais l'odeur, ça va les réveiller. Bah mais en même temps, c'est vrai. Hein. C'était quand sa dernière douche à Sam? Bah apparemment, Laura, ça la gêne pas, et enfin, ils s'embrassent. Et bah c'est pas dommage, comme dirait le roi. Par contre, je sais pas ce qu'il lui a fait, Sam, mais le lendemain, il se sent pas bien du tout. Hein. À mon avis, il s'était pas lavé depuis très longtemps, parce que là, il a dû lui refiler une MST ou une merde du genre. Ah non, c'est sa blessure à la jambe de tout à l'heure. Il nous fait une septicémie maintenant. Sam, Brian et JD vont donc aller voir sur le cargo s'il y a pas des médicaments contre la septicémie et les bites pourries. Et devinez qui c'est qu'ils vont rencontrer? Les loups de tout à l'heure qui se sont échappés du zoo. Il me semble qu'on les avait un petit peu vite oubliés, ceux-là. Et c'est normal, parce qu'on en a rien à foutre. Ils auraient dû être crevés depuis longtemps, ceux-là, à traîner dehors par moins 40. Là. Mais non, ils sont encore là et en pleine forme. Et là, attention, le dîner est servi. Et blah! Et pam! Dans la gueule du loup! Bon, ils s'en sortent, mais JD s'est fait maquer la quille, donc lui aussi, il va falloir le soigner. Oh, sans déconner, mais ils peuvent pas faire gaffe un peu, là. Et en plus, il y a l'ouragan qui les a à l'œil, puisque justement, l'œil arrive droit sur eux, et avec lui, une chute de température de 5 degrés
degrés par seconde. Donc en 10 secondes, eh ben, il fait moins 50 degrés. Et puis d'ailleurs, ça s'arrête pas là, ça va continuer à descendre. Et d'ailleurs, ça s'arrête où? Elle descend jusqu'où la température? La température la plus basse de l'univers, on le sait, c'est moins 273 degrés,5, ce qu'on appelle le zéro absolu. Sauf que ça, on l'a, je crois, même jamais détecté. Arrêtez-moi si je me trompe, mais a priori, c'est même un truc théorique. C'est censé être ça, sauf que techniquement, on l'a jamais détecté. Mais là, la température, elle va pas descendre jusque là. Où est-ce que c'est? À quel moment elle va s'arrêter? Je veux le savoir. Bon, en tout cas, eux, ils vont pas rester pour le savoir. Les gars courent pour rentrer à la bibliothèque. Attention, l'œil est là, ils vont se faire geler sur place. Et là, j'adore parce qu'en fait, ils se font poursuivre par le froid. Et là, c'est vraiment une course-poursuite contre de la glace. C'est sympa, moi, je trouve qu'il y a un côté un peu marrant, même si c'est vrai que ça reste quand même relativement n'importe quoi. Et ça, il s'agirait de pas l'oublier, mes cocos. Et là, les gars arrivent dans la salle et vite, il faut fermer la porte pour pas que le froid rentre. Et hop, c'est bon, ils ont fermé la porte, ça va, le froid ne peut plus passer. Bon, il y a plein de fenêtres qui doivent certainement être mal isolées, le froid pourrait grave rentrer par là, mais ça, on va pas en parler. Pendant ce temps, Jack et Jason se rapprochent et ils découvrent bien malheureusement tous les gens qui sont sortis tout à l'heure et qui se sont fait geler par l'œil de l'ouragan. Que c'est triste. Non, pas du tout, c'est bien fait pour eux. Attends, mais ils avaient qu'à écouter ça, mais pas sortir. Ah bah tiens, gars, on le reconnaît, le flic de tout à l'heure, là, justement, c'est lui qui a dit à tout le monde de sortir. Eh ben, on peut pas dire qu'il a eu les idées fraîches, celui-là. Résultat, on va manger du poulet congelé. Petite scène mignonne avec Jack qui dit qu'il n'abandonnera pas son fils. J'ai promis de ne pas l'abandonner. Oui, bah on s'en doute un petit peu, c'est pour ça que t'es là, t'es pas venu pour faire des bonhommes de neige. Pendant ce temps, Houston demande aux gars de l'ISS de leur confirmer une info. De divers endroits, on nous rapporte que la tempête au-dessus de l'Amérique du Nord se dissipe. Est-ce que vous pouvez confirmer? Oui, tout à fait, on survole l'Amérique du Nord. Là, il y a les États-Unis, ça c'est le Canada, et puis bah là, c'est Pluton. Sérieux, non mais c'est pas l'Amérique du Nord, c'est l'Europe, bordel. On sait bien que les Américains sont très mauvais en géographie, mais là, faut quand même peut-être pas exagérer, non? C'est toi qui exagères. Pourquoi? Bah parce que t'as coupé le plan, là. Après, ils le disent que c'est l'Europe. Mais non, mais ça faut pas le dire, ça. Le dites pas, sinon ma vanne, elle marche pas. Si, je remets le plan. Mais non, mais le remets pas, putain. Affirmatif, ça s'éclaircit enfin. On survole l'Europe. Et je distingue le sol pour la première fois depuis des jours. Oui, bon, d'accord. Mais là, c'est parce que c'est des astronautes, tu vois, les mecs qui sont intelligents. Tu prends un Américain standard, il n'est pas capable de te citer un seul pays, là. Il va te dire que tout ça, c'est le pôle Nord. Et le pire, c'est qu'il aurait raison. Allez, Jack et Jason arrivent enfin en Antarctique. Ils trouvent la bibliothèque, mais bon, là, il y a un petit peu de neige. Va falloir un peu déblayer devant, là. On en a juste pour 6 mois. Et ils trouvent tout le monde en train de se reposer bien au chaud. Et Jack leur fout bien la lumière dans la gueule. Oh non! Oh la lumière, merde! Et Jack retrouve son fils. Il a réussi. Et il appellera les secours qui viendront les chercher. Et pour terminer sur une note d'espoir, on découvre qu'il y a des centaines d'autres personnes aussi qui ont survécu. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le film Le Jour d'après. C'est peut-être le film le plus scientifique de Roland Emmerich, dans le sens où il met en scène des événements qui pourraient arriver, mais dans un futur beaucoup plus lointain et sur une période beaucoup plus longue. Une ère glaciaire, ça s'installe pas en 3 jours. Mais ça donne quand même une bonne idée de ce qui pourrait se passer si la Terre revenait à une période glaciaire à notre époque. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, commentez. Merci beaucoup aux tipeurs. Comme d'habitude, je ne dis qu'un seul mot sur vous, mais je vous remercie quand même énormément. Avant de vous quitter, 2 petites choses. D'abord, permettez-moi de vous rappeler que les t-shirts 12 par sec sont sortis. Il y a 3 designs différents et pas mal de produits. Je remercie énormément toutes celles et ceux qui en ont déjà acheté un ou même plusieurs. À l'heure où je vous parle, vous êtes déjà plus de 400 à en avoir commandé au moins un. C'est pour moi évidemment un truc de ouf. Je vous remercie énormément pour votre soutien et pour le fait que vous soyez fan de l'univers de 12 par sec au point d'acheter un t-shirt quoi. Le lien de la boutique est dans la description. Et je voudrais également prendre quelques secondes pour vous présenter ce nouveau livre écrit par Renaud de la chaîne Nexus 6. Planète, voyage dans les mondes de la science-fiction. Alors, c'est pas compliqué les gars, si j'avais voulu écrire un bouquin, ça aurait été celui-là. Ce livre est tout simplement génial, autant sur le fond que sur la forme. Il est magnifique, les images, les photos, les designs sont terribles, et surtout on apprend plein de trucs quoi, sur les planètes, sur les mondes de science-fiction qu'on a vus et qu'on a kiffé quoi, au cinéma ou dans les séries télé ou même dans les jeux vidéo. C'est un livre qui nous fait voyager, c'est hyper bien écrit, c'est hyper cool. C'est un super cadeau pour tous les fans de science-fiction pour Noël. Si ça vous intéresse, je vous ai mis aussi le lien pour l'acheter en description. Merci beaucoup Renaud pour le cadeau, j'ai adoré ton bouquin. Allez, c'est tout pour moi, il reste encore 2 vidéos à faire avant la fin de l'année. Et si vous voulez savoir quel film de Noël j'ai choisi pour cette année, je peux déjà vous dire que ce sera pas un film de Noël, mais plutôt un film qui va dans la suite logique des 2 autres films dont j'ai parlé lors des 2 Noëls précédents. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain épisode, c'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao!